Yaorana Kaohanui et bienvenue dans Manava pour parler Ha'arima'i, à savoir artisanat traditionnel et plus précisément la bijouterie traditionnelle avec nos invités Keanu Hikutini, sculpteur et bijoutier utilisant le bois et la pierre. Yorana. Nous avons aussi Hopi, artisan maniant la fibre de coco. Rana. Et Tukia Luca Hills, artisane qui utilise perles, keshi et coquillages. Bonjour. Alors, on va commencer notre tour de table avec Hopi. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours de la découverte de la fibre de coco jusqu'à l'utilisation? Et comment j'ai connu la fibre de coco, hein. Voilà. Et j'ai connu par hasard, hein. Comme je voulais changer de vie et tout ça. Qu'est-ce que tu faisais avant? Et j'ai commencé à sculpter, hein, travailler la pierre, c'est des petits galis, hein. Voilà. Et en faisant mon parcours de rue, mais j'ai vu ce personnage qui était sur la rue lui-même, hein, sur le trottoir de la ville, et qui apprenait à un prisonnier comment fallait dresser, quoi, et pour en vivre de ça, bien sûr, hein. Et c'est comme ça que j'ai connu La fibre de la coco. fibre de coco. Mais maintenant, je peux dire que je peux vivre de ça, hein. Alors, pourquoi tu as choisi de switcher entre la sculpture à la fibre de coco? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui t'a poussé Ouais. à Pourquoi ce le choix? choix, c'est que j'étais pas aussi stable dans ma vie. J'allais un peu de maison en maison. Et avec la sculpture, si tu portes, hein, tu peux pas porter tous les cailloux, les matériels et tout ça, hein. Voilà. Et je me suis dit, mais par contre, la fibre, toi, c'est un truc qui est léger, qui est pas trop lourd et que tu peux emmener partout et tu travailles partout aussi. T'as pas besoin d'un atelier fixe, quoi. C'est Alors, ça. effectivement, hein, pour nos téléspectateurs, on peut voir les différents bijoux de nos invités et on peut voir la fibre de coco que tu peux prendre dans un sac, comme tu disais, tu peux emporter un petit peu partout. Tukia, de ton côté, tu fais des bijoux avec de la perle, des kéchis, des coquillages. D'où te vient ce savoir? Alors, c'est notamment ma maman qui m'a appris à faire des bijoux. Donc, j'ai commencé par travailler les perles et les kéchis. Et petit à petit, avec la tendance, je me suis rapprochée des coquillages. Mais d'où te vient, comment dire, cette envie de travailler la perle, le kéchi? Pourquoi pas un autre matériel? Alors, ma famille a une ferme perlière à Aroutois. Donc, j'ai grandi entourée de la perle, entourée des nacres aussi, les coquilles de nacre. Et tout ça, ça a fait naître l'amour de la création. D'accord. Et tout ça, tu le tiens de ta maman, cet amour de la création aussi? Ouais, on est très manuel. Et on s'occupait beaucoup dans des ateliers manuels là-bas à Aroutois. Keanu, tu es le cadet, on va dire, de cette table. Tu as commencé il y a peu. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Mon parcours va débuter par le centre des métiers d'art dans ce milieu. Mais d'abord, pourquoi le centre des métiers d'art? Moi, j'ai vécu dans une famille d'entrepreneurs, donc un peu comme toi, Tukia. J'allais sur des chantiers avec mon grand-père et tout, donc je savais que l'administration ou autre, c'était pas pour moi. Je voulais un métier manuel. Et le centre des métiers d'art m'a bien redirigé dans ça et m'a fait découvrir plusieurs médiums pour travailler l'artisanat ou l'art en général. Donc ça part de là. Alors, on va continuer tant qu'à faire sur le centre des métiers d'art. Comment dire, est-ce que tu trouves que ça a été important dans ton parcours? Ça a été décisif dans mon parcours parce que j'étais, ouais, on va dire une âme perdue avant le centre des métiers d'art. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais ce que je ne voulais pas faire en fait. Et du coup, le centre a été une vraie révélation pour moi dans tous les domaines que j'ai pu découvrir. En sculpture, en gravure, en bijouterie, des stages en entreprise ou avec des artisans, des maîtres artisans. Tout ça m'a fait découvrir un monde en fait finalement accessible localement et pas si, enfin juste un rêve inaccessible en fait. Donc ouais, ça a été un vrai truc décisif dans ma vie. Hopi, donc tu nous expliquais tout à l'heure, il me semble pas que tu aies fait d'études pour pouvoir apprendre la fibre de coco, mais comment est-ce qu'on fait quand on veut apprendre un métier de l'artisanat? Comment est-ce que toi tu as fait pour pouvoir l'apprendre? Est-ce que tu es parti chercher cet apprentissage auprès des autres artisans? Tout à fait, hein. En fait, faut dire que avant, moi, je travaillais dans le secteur du bâtiment. Et, et au fur et à mesure que je travaillais dans le bâtiment, je voyais que ça me plaisait pas parce que hein, la nature en même temps se réduisait, hein, à vue d'œil. Je voyais que ma nature disparaissait. Et d'où j'ai fait ce changement direct de
de rentrer vraiment dans l'artisanat, hein, notre culture, voilà, approfondir tout ça, quoi. C'est important pour toi de travailler dans un domaine qui met en valeur non seulement la culture, mais la connaissance traditionnelle, etc. C'est important pour toi? Ah, c'est très important, hein. C'est très important parce que là, aujourd'hui, on voit que ça se perd, ça se raréfie et c'est tout du côté de la fibre, hein. D'où je me suis vraiment mis à fond dans le tressage, la fibre de coco et la valoriser pour la promouvoir aussi. Et qui sait, peut-être demain, hein, je pourrais en faire vivre ceux qui le souhaiteront aussi, hein, se Justement, lancer. j'allais revenir là-dessus. La fibre de coco, c'est dans l'artisanat traditionnel un des domaines, on va pas dire les plus rares, mais en tout cas ceux qui la maîtrisent réellement. Il y en a peu. Je crois, sauf erreur de ma part, que vous êtes 4 sur Tahiti. Est-ce que toi, tu comptes transmettre ce savoir aussi à un moment donné? Certainement, c'était mon but aussi de pouvoir partager aussi. Je vois que déjà dans ma famille, j'ai vu qu'on était assez très difficilement pour vivre, hein. Et je me suis dit, si ça me permet de vivre, mais tous ceux qui vont se lancer aussi, ça me nourrit maintenant, hein. Franchement, en très peu de temps, ça me nourrit. Et oui, je transmets la transmission, hein, le partage, et aussi, hein, voilà, les découvertes et tout ça va derrière, quoi. Hopi, est-ce qu'au final, avec l'artisanat traditionnel, avec la bijouterie, est-ce qu'on peut en vivre convenablement? Alors, pour ma part, oui. Mais c'est quand même beaucoup de travail, Ouais. beaucoup d'heures de Mm. travail. C'est de l'investissement personnel et ça implique aussi la famille, hein. Mais oui. Et tant que tu fais ce que tu aimes, je pense que tu peux pas t'arrêter, hein. Est-ce que tu comptes aussi transmettre ce savoir? Parce que je suppose qu'à Routois, vous apprenez, par exemple, autour du coquillage, etc. Mais est-ce que tu comptes apprendre le savoir que tu as eu autour des perles, des kéchis, de la bijouterie actuelle que tu utilises avec d'autres personnes, d'autres jeunes? Oui, ce serait un plaisir. Mhm. Je le fais déjà ben, au sein de ma famille. Donc, mes nièces, mes neveux, eux, ils aiment déjà, ils ont la curiosité. Et ouais, transmettre ça, ce serait vraiment super. Alors, entrons dans les détails, dans la technique, dans le façonnage de ces bijoux. Keanu, on va commencer par toi. Tu utilises de la pierre. C'est pas un peu compliqué d'utiliser ce matériel, du caillou, de la pierre? Un peu. Bah déjà, pour la pierre, il y a la récolte de la pierre. Tu prends pas n'importe quelle que tu trouves au bord de route, en fait. Mm. Il y a le choix de la matière et selon aussi l'objet que tu vas faire. Par exemple, pour de la bijouterie, si je veux faire des objets fins, il faut que la pierre que je choisisse soit assez dense, en fait. Donc, c'est pas n'importe quel caillou. Il faut aller chercher dans les vallées, il faut les sélectionner, il faut être sûr de pouvoir la travailler parce qu'elle peut être trop dure et au final, ben, trop compliquée à travailler. Donc, déjà, le choix de la matière première est compliqué. Après, la découpe. Heureusement, le monde moderne nous permet d'avoir des outils un peu plus adaptés pour la travailler. Donc, je m'en sers en quelque sorte. Et tu apprends tous les noms des cailloux et tu arrives à les reconnaître juste comme ça à l'œil? Alors, non. Les noms des cailloux, j'ai une amie qui m'aide beaucoup sur ça. C'est une passionnée de géologie et tout. Et c'est elle que je vais voir pour me renseigner d'ailleurs. Mais après, moi, la première fois que j'ai sélectionné des pierres, c'était vraiment selon moi. Ah, ce caillou, il m'a l'air bien pour cette pièce-ci, je vais l'essayer. Et en fait, au fur et à mesure d'expérimenter certaines pierres, tu connais pas forcément les noms ou les caractéristiques de ce matériau, mais tu sais juste simplement, ah, celle-là, elle est trop friable, celle-là est trop dense, celle-là est pas assez dense. Et du coup, selon les choix de création que je vais faire, je vais sélectionner telle pierre. Hopi, et toi, comment est-ce que tu fais pour, comment dire, pour utiliser tes ressources? Est-ce que tu prends n'importe quel coco, puisque c'est de la fibre de coco? Est-ce que tu prends n'importe lequel? Comment ça se passe? En fait, non, pour faire la fibre de coco, il y a un coco spécial. C'est comme celui qui m'a appris, il disait, on fait pas des spaghettis avec des pâtes, hein. En fait, on fait pas des chow mein avec des pâtes, hein. Ouais. Voilà, c'est un peu ça son contexte, hein. Voilà, ça veut dire, il y a un coco spécial, bon, qu'on n'a pas donné de nom, mais moi j'ai dit c'est le coco nappé, qui est fait spécialement pour les bijoux, hein. Après, si c'est un coco, tu vois, si tu vas casser par exemple un coco comme ça par hasard, pas forcément que tu vas avoir de la fibre, hein. Tu vois, ça c'est court, ça il y a plein de branches et tout ça, et là tu es sûr que tu as perdu ta journée dessus, hein.
Donc au final, tu apprends à reconnaître les cocos, à aller les chercher aussi, je suppose. Comment ça ça. se passe pour aller récupérer les cocos? Comment ça se fait, ça se passe, mais vu que j'ai pas de voiture, mais je paye une location, hein. Passe en scooter, et voilà. Et après, je fais le tour de l'île. En même temps, je regarde sur les bords de route. Mais si, en fait, je crois que le coco, des fois, il m'appelle, hein. Ah oui, Ah oui, c'est ça. carrément. Voilà, il dit, hey, c'est là. Ah, vas-y. Après, je dis, ah, ok. Et quand je vois, déjà, lui, il est bon. Mais ensuite, pour voir s'il est bon, il faut le décortiquer, le débourrer. Et aller au bord de mer pour pouvoir le battre, hein. Donc, j'utilise une matraque pour le battre, hein. Pas avec la main, c'est trop. Alors Voilà. tu me disais que tu utilisais une matraque. En plus de ça, tu vas chercher le coco. Donc on peut pas, je suppose, prendre un coco qui est vert. Tu es obligé d'attendre qu'il ait commencé à sécher. Vert, si, on peut Ah oui, utiliser, bah ouais. mais il faut que dedans le fruit, il faut qu'il soit assez mûr, hein. Faut pas Mm. qu'il soit tendre. Faut déjà que la chair, il soit entre tendre et ferme. Après, voilà, on dit ici au moto, hein, Mm. pour le au moto. Donc Et là- entre aller chercher le coco, utiliser une matraque, l'amener dans la mer, c'est hyper physique au final. Ah oui, c'est très physique. C'est ce que les gens ne voient pas, hein. C'est très physique et aussi c'est mental, hein. Ouais, c'est clair. Faut sacré, hein. Faut envoyer, gros. Faut avoir du courage. Faut avoir du courage, c'est ça, hein. Et Toukia, est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce que tu plonges et que tu vas chercher les perles? Eh ben oui. Ah oui. Eh ben ouais. C'est Ouais, ça. donc, ouais, la production de perles, c'est un travail très physique, très éprouvant, qui est très long aussi. À partir du moment où tu as un bébé nacre, il faut attendre plusieurs mois pour qu'elle puisse être greffée. Ensuite, tu remets la nacre dans la mer, tu patientes pour avoir ta perle. Au final, tu récoltes, tu sais pas si la perle est belle. Parfois, il n'y a même pas de perle. Donc, c'est un beau challenge hein, quand même. Alors tu disais, des fois il y a des belles perles, des fois il y a des perles qui sont pas très jolies. Donc, sauf erreur de ma part, c'est ce qu'on appelle les kéchis. Non. Ah, Donc, c'est les pas ça. kéchis, c'est une perle fine. Ça Mhm. va être c'est juste, donc, la nacre qui va venir créer une couche fine de sa matière sans l'intervention de l'homme. C'est naturel, Ok. complètement naturel. Alors que quand tu insères un nucléus dans la poche de la nacre pour avoir une perle, c'est la nacre qui va décider, oui, je vais te faire une perle ou non, je vais pas te faire une perle. Tu n'as aucun contrôle sur ça. Et donc c'est tout aussi compliqué de pouvoir attendre s'il y a un résultat à la fin ou pas. Exact, oui. En gros, c'est surprise, quoi. Ouais, carrément. Un peu comme toi. Il te double. C'est un peu la même chose au final que ce soit les cocos, les cailloux aussi, puisqu'au final on peut se dire, je suppose, ah c'est un beau caillou, mais pas Ouais, du au tout. final, non. Et au fin de compte, non. Par contre, la difficulté que tu as, toi, Keanu, par rapport à eux, c'est que tu es obligé d'avoir de très très grosses machines. Ouais, pour le coup, c'est quand même important parce que même si j'ai des outils manuels, ça me prendrait, je sais pas, une semaine à couper un caillou en deux, on va dire. Mhm. Donc là, l'intervention de machines, notamment une tronçonneuse diamant, une vraie tronçonneuse diamant, ça a un coût, mais ça vient vraiment aider dans ma démarche du travail de la pierre parce que ça me permet en fait de pouvoir le développer vraiment de A à Z en fait. Donc j'ai pas à attendre la prestation de quelqu'un pour me découper un truc et ensuite il me l'amène. Je peux vraiment sélectionner ma matière et me dire ok, je vais la couper comme ça, pouvoir récupérer les petites pièces pour d'autres choses et la grosse va faire ceci. Donc c'est super intéressant d'avoir ce genre de matériel. Donc tu es obligé d'avoir un atelier, je suppose. Ouais. On va revenir sur les détails des ateliers un peu plus tard. On va revenir vers toi, Hopi. Pareil, est-ce que tu as besoin de matériel spécifique, mis à part la matraque dont tu parlais tout à l'heure? Le seul outil qu'on a besoin dans le trissage, c'est plutôt un coupe-ongle, hein. Un coupe-ongle, mais Oui. pourquoi? C'est pour, quand on voit bien la fibre, il y a des bouts qui restent. Il faut les mettre à l'intérieur du trissage pour éviter qu'on voit et tout ça. Et aussi, le coupon permet de terminer ton bijou proprement nickel. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tout à l'heure, tu nous parlais, Tokia, des perles. Est-ce que, avec même les perles qui sont pas très très jolies, est-ce qu'on peut faire des bijoux avec? Est-ce qu'on peut les mettre en valeur? Alors, en tant que perliculteur, nous, le but, c'est vraiment de produire des perles de qualité et de mettre ces perles de qualité sur le marché parce que c'est un produit de luxe. C'est pas trop. Après, il faut des prix pour tout le monde. C'est pour ça quand même qu'il y a des perles de bas de gamme
mais on se limite quand même à une certaine qualité pour ne pas que des perles des rebuts, hein, clairement, c'est les rebuts, pour ne pas que les rebuts soient sur le marché. Donc c'est un choix en fait de votre part, que ce soit en tant que ferme perlière, mais aussi en tant que bijoutière. Oui, c'est vraiment un choix personnel parce que, voilà, c'est un choix personnel. Mis à part la ferme perlière, est-ce que toi tu as un atelier, si on revient sur ce sujet-là, tu as un atelier où tu fais tes bijoux? Oui, donc notre atelier, il est à Tahiti, à Faripiti. Donc c'est là qu'on transforme le produit et on le propose à la clientèle. Comment est-ce que On tu peut le recevoir transformes? la clientèle. Alors, donc, on monte ça en bijoux. On fait des bijoux surtout sur des chaînes en or et en plaqué or et en goldfield. C'est notre style de bijoux. Comment est-ce que tu réfléchis à un design? Comment est-ce que tu peux te dire que telle perle va aller sur telle forme de collier, sur un sautoir? Est-ce qu'il faut les percer? Quel est vraiment tous les processus de transformation? Et ben, donc d'abord, nous, on reçoit les perles de Arutua. Le lot, il arrive, c'est un lot brut, hein. À partir de là, on va commencer à mettre de côté les rebuts, donc les perles qu'on va complètement déclasser. Et ensuite, ben là, on va commencer à les trier par forme, par taille. Et c'est là qu'après, ben, quand tu vois la perle, tu te dis, OK, elle, je sais comment je vais la monter. Celle-ci, je sais comment je vais les monter. Tu fais des petits placements, tu matches tes perles ensemble, entre elles. Et après, ben, tu vas venir poser ça devant ton matériel. Donc, il y aura des différentes chaînes de différentes tailles, de différentes couleurs. Et là vient la magie, hein. C'est là que la Tu créativité fais intervient. des dessins et après, voilà, tu essayes de faire matcher tout ça. Poupi, c'est la même chose aussi pour toi. Est-ce que dès que tu vois la fibre de coco, tu sais que tu vas en faire un collier, un bracelet, une bague? Comment ça se passe? C'est plutôt qu'on me donne, par exemple, des pièces, des nacres déjà gravées, ou sinon une dent de cochon. Après, mon imagination, et, hein, puis ça vient C'est en tout live. seul, Ouais. voilà, ça vient tout seul et allez, on envoie quoi. C'est ça. Est-ce que par exemple, avec la fibre de coco qu'il y a là sur le plateau, tu sais déjà ce que tu veux faire avec, ou est-ce que tu préfères attendre d'avoir justement des éléments extérieurs? Au début, je sais ce que je dois faire, mais c'est plutôt là quand je vais le prendre, c'est là où il arrive, hein. Mm. Mm. En fait, il n'est pas vraiment dans la tête, c'est dans la main. Et quand je vais le créer, ok, c'est là, hein. Mhm. Voilà. Bah, Un peu comme ça, quoi. je vais poser plus ou moins la même question à toi, Keanu. Est-ce que quand tu vois un caillou, tu sais, ah ben ça, je vais faire un collier, ça, je vais faire une sculpture? Bah, moi, ça va dans les deux sens. Autant, la plupart du temps, je vais d'abord dessiner, donc ensuite sélectionner la matière selon mon dessin. Autant, quelquefois, je vois une pierre et je suis là, damn, faut que je la fasse comme ça. Donc, les deux moyens sont bons. Et j'aime bien jongler entre les deux parce que ça me permet de prendre du recul sur du travail des fois que je pense trop et qu'au final, j'ai juste besoin de respirer un peu mentalement. Et quand je reviens dessus, ben, c'est tout de suite plus clair. Comment ça se passe pour le marché des bijouteries? Parce que des bijoux en pierre, si on prend ton exemple, c'est pas commun. Est-ce que le public polynésien attend ce genre de produit ou est-ce que c'est plus à l'international? Ben, de mon attente de base, je pensais que ce serait plus le touriste qui serait intéressé par ce genre de pièces. Et au final, de tous les salons que j'ai fait et de toutes les rencontres, ben, la plupart du temps, c'est le local qui m'achète des pièces. Pourquoi? Je ne sais pas, ça leur plaît, tant mieux, parce que du coup, moi, ça me fait vivre. Et la base même de ce travail, c'était parti du fait que moi, j'en voulais un pour moi-même, en fait. Et je suis sorti une fois avec et on me l'a demandé, ah, ben, où t'as eu cette pièce? J'ai dit, ben, c'est moi qui l'ai faite, je voulais un pour moi. Et c'est parti de là, le développement de ces bijoux en pierre, en fait. Au final, t'as pas trop eu le choix. Les clients sont venus te chercher, Ouais. en gros. Ouais. Donc c'est ça, c'était pas prévu d'aller aussi loin, en fait. Et pour toi, Tokia, est-ce que c'est la même chose? Parce que je suppose que les perles, ça se vend beaucoup à l'étranger. Oui. Est-ce que c'est la même chose par rapport au marché de la bijouterie autour des perles, kéchis et coquillages? Alors, la demande locale est importante, hein. Mhm. Et ben, même les touristes qui sont de passage, ils cherchent à avoir leur perle de Tahiti. Donc ça, c'est intéressant, hein, de leur faire découvrir notre joyau. Et après, toucher le marché international, pourquoi pas? Parce que, ouais, moi, je pense que il y a de la place, hein, pour la perle de Tahiti, hein, à l'étranger. Et pareil pour Rupi, est-ce que pour toi, c'est plus les locaux qui sont intéressés ou plus des gens, des touristes par exemple? C'est un des deux, c'est les deux. Euh,
Voilà, les locaux aussi sont très intéressés. Mais aussi le touriste, quand il vient, hein, il y en a certains qui adorent vraiment hein, notre culture et qui souhaitent en savoir plus. Et là, je vais leur raconter c'est quelle matière j'utilise, c'est quoi, et tout ça. Et là après, voilà quoi. Ça y va. Ça, il va, ils s'achètent. Et merci à eux, et merci à tout le monde aussi. Hein. Comment est-ce que tu vois l'évolution de toi, de ton art? Donc, on a parlé tout à l'heure que pourquoi pas transmettre ce savoir, puisque c'est un savoir qui est pas hyper répandu sur Tahiti. Mais comment est-ce que toi, tu te vois? Est-ce que, pour donner un exemple, il y a le statut de maître artisan? Est-ce que c'est un objectif pour vous? Oh, pour moi, personnellement, non, pas du tout. Hein. C'est que, il y a déjà, quand j'étais formé à faire le trissage par Bozo, je lui disais que j'aimerais bien me lancer dans faire le centre des métiers d'art. Là. Et lui me disait, oh, pour toi, ça sert à rien. Et, toi, tu as déjà tout en main. Faut juste te faire développer. Et voilà. Et, mais heureusement, je l'ai écouté. Hein. Mais voilà, et j'avance. Mais je crois pas que non, le diplôme de maître d'art, c'est pas mon truc. Quoi. Donc, continuer les créations pour ta part. Continuer, voilà, tout à fait. Hein. Toukia, est-ce que toi, tu aimerais devenir plus tard maître artisane? J'y avais jamais pensé parce que j'aime aussi toucher à tout. Je me consacre pas totalement à l'artisanat, mais c'est une belle proposition. Et Pourquoi pas? Toi, Kéa, c'est un objectif? Je vais pas dire non parce que oui, c'est quand même intéressant. Mais après, maître artisan, je trouve qu'on généralise un peu trop ce terme dans le sens où C'est ça. ça a l'air tellement accessible. Pour moi, un maître artisan, c'est vraiment une maîtrise totale de son domaine, pas à 100%, à 1000%. Donc, maître artisan, pour moi, c'est un objectif qui arrivera dans au moins minimum 15-20 ans. C'est pas tout de suite, quoi. Donc, acquérir l'expérience, etc. au Ouais, fur et à il y a mesure. beaucoup de choses. Dans ce cas-là, avant de penser à plus tard, comment est-ce qu'on pourrait pousser les jeunes à s'investir dans le milieu de l'artisanat? Donc, on continue avec toi, Kéanou, tant qu'à faire, À entrer et à développer le milieu de l'artisanat, par exemple. bah, je pense que dans le cas, en tout cas, ça a été mon cas, tu vois, de trouver que ce domaine artistique ou artisanal soit à l'air pas si accessible que ça. Bah, en fait, de montrer que si, justement, il y a des instituts, il y a des écoles, il y a des services pour, mais méconnus, en fait. Et donc, tu as l'impression que c'est quelque chose d'accessible, pas pour tout le monde, en fait. Tout à fait. Donc, juste l'information de montrer que c'est quelque chose d'accessible et pour tout le monde, ça demande juste de la volonté et d'une passion, en fait. Ça part de là, tout simplement. Après, je pense que tout le monde peut s'y mettre sans forcément trop de difficultés. Poppy, tu voulais réagir à ce que vient de dire Kéanou? Oui, par exemple, sur le truc de métier d'art, là, qui est fait maître d'art, Mhm. je trouve que ce mot-là est un peu trop grand, quoi. Parce Un que, maître artisan, oui. ouais, maître artisan, hein, c'est un peu trop grand. Pour être maître artisan, il faut vraiment connaître tous les domaines. Moi, de ma part, hein, travailler le caillou, le corail, ainsi que la perle, ainsi que tous nos produits de naturels qu'on Chinois. trouve ici, voilà. Mhm. C'est ça un peu que je voulais revenir dessus, hein. Et enfin, bah, Toukia, du coup, la même question que j'avais posée à Kéanou, pardon, comment est-ce qu'on peut pousser les jeunes à s'investir dans le milieu de l'artisanat traditionnel, la bijouterie traditionnelle? Ben déjà, c'est une ouverture d'esprit. Faut le faire voir le potentiel de Tahiti. Clairement. Il y a de la matière première partout. Tu sors dans ton jardin, tu peux créer des tonnes de choses. Mais voilà, il faut en fait pousser les jeunes à plus regarder ce qui se passe autour de nous plutôt que ce qui se passe à l'étranger ou sur le téléphone. Désolée, mais... Totalement d'accord, c'est vrai. Mais ouais, Tahiti a du potentiel en matière première et c'est à nous. Il y a vraiment de grandes choses à faire. Donc, on retiendra cette phrase. Alors, lâchez vos téléphones et ouvrez les yeux. Désolée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Et puis, pour plus d'informations, il y a le site du service de l'artisanat traditionnel, donc service-public.pf/art, mais il y a aussi artisanat.pf qui vous reconduit sur le même site. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain vendredi pour la dernière émission de la semaine. En attendant, voici votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée sur TNTV. Maururu itotato farerira, trahoma parhayana.